Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de jet de ludothèque qui est consacrée aux jeux vidéo auxquels j'ai joué récemment. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de Silent Hill F. F comme Forte, puisque c'est un espèce de petit jeu de mots pied de nez à Silent Hill, qui est le titre Colline silencieuse, alors que Forte, ça fait du bruit, c'est très sonore. Une occasion aussi pour les développeurs, producteurs et tous les gens qui ont travaillé sur le jeu de assurer une continuité tout en essayant de marquer un peu le changement qui va s'opérer par rapport à une série iconique, certes, mais morte et enterrée depuis bien longtemps par beaucoup de gens. Explication avec, comme à mon habitude, une digression absolument immense sur Silent Hill et comment on en est arrivé à faire Silent Hill Forte ou Silent Hill F. Revenons aux années 80 et 90, Konami est une société pimpante sur la Nintendo et la Super Nintendo, essentiellement, qui va sortir comme Capcom, autre compagnie mythique qui a fait Street Fighter, Mega Man et bien d'autres séries, les beaux jours de la Nintendo et de la Super Nintendo. En effet, Nintendo, dans des situations, disons, un peu étranges, mais qui sont devenues depuis la norme, part du principe que tous les jeux qui ne sont pas Nintendo doivent lui payer une patente de 30% des ventes pour être sur leur console. Si ça paraît un peu une méthode mafieuse, voire digne des Yakuza, il faut comprendre que cette méthode va être appliquée à l'heure d'aujourd'hui par les stores des téléphones et par une société très connue qui s'appelle Valve, qui va mettre en place Steam sur PC afin de s'assurer l'omnipotence et, disons-le, quasiment un monopole assez certain sur les jeux vidéo PC. En effet, les jeux proposés par Nintendo ne sont pas assez nombreux et Nintendo a appris par le passé, notamment avec la chute d'Atari au tout début des années 80, qu'il fallait faire impérativement attention à la qualité des jeux. Ce qui va permettre aux jeunes joueurs qui vont découvrir les Mega Man, les Contra, les Castlevania, d'avoir des jeux d'excellente qualité, maintenus au standard Nintendo, tout en offrant évidemment des performances et un intérêt ludique extrêmement fort. Toujours, Capcom et Konami sont un peu les deux triple A auxquels on peut, donc les grosses sociétés, entre parenthèses, de jeux vidéo développeurs tiers auxquels on peut penser dans ces années-là. Il faut savoir que dans le cas de Konami et de Capcom, dans une moindre mesure, leur activité ne dépend pas uniquement du développement de jeux vidéo et du portage sur ces consoles de salon, mais aussi sur d'autres versants. Notamment, Konami avait commencé en créant des jeux vidéo pour le PC Engine et les différents PC de NEC. Dans les années 80, hélas, les PC vont devenir de plus en plus des choses de niche, réservées soit à des fonctions purement usuelles telles que le développement, le traitement de texte, la programmation, que sais-je, et le jeu vidéo va peu à peu, au Japon en tout cas, être cadré soit, disons, pour aller vite aux visual novels et aux jeux vidéo porno, soit vraiment à des gens qui vont se battre pour sortir les jeux occidentaux sur le sol japonais. Mais ça reste très très succinct. Donc Konami va un peu recouper avec Capcom et sortir des jeux qui vont faire ses belles heures durant la génération NES Super NES. Arrive ensuite la génération PlayStation avec la 3D, le CD, ce qui permet d'augmenter la place, ce qui permet de mettre des scènes cinématiques, des compressions, beaucoup de choses qui vont vraiment changer la donne. En abandonnant la cartouche pour arriver sur le CD, l'industrie se démocratise, mais les coûts aussi augmentent et les développements commencent à être un peu plus longs. Bon, on est toujours sur des développements qui sont assez courts, avec des jeux qui se font en 1 an, 2 ans, par rapport à aujourd'hui, où en moyenne, un jeu va prendre quasiment 7-8 ans à être fait, de la pré-production jusqu'à la sortie. C'est pas grand-chose. Mais déjà, ça représente un budget, c'est assez conséquent. Et ce qu'on remarque, c'est que par rapport à Capcom, qui explose de toutes parts en sortant évidemment toutes ses licences favorites, et de nouvelles surtout, à l'orée des années 90-2000, avec évidemment la plus imposante, Resident Evil, qui est un jeu horrifique, le survival horror, Konami fait un peu pâle figure. En effet, Resident Evil, à cette époque-là, il faut comprendre que Capcom a cette réputation par rapport à Konami, qui est une société tokyoïte. Capcom est basé à Osaka et est connu pour avoir son ambiance très frat boy, à la fois parmi les développeurs japonais et au Japon en général. Ils ont une culture d'entreprise qui est assez brutale, assez forte, qui permet de créer des jeux absolument exceptionnels, mais d'un autre côté, on voit que c'est vraiment des gens qui poussent très rapidement sur des concepts, qui ruent dans les brancards. Je connais toutes sortes d'histoires d'horreur à propos de certains développements Capcom qui feraient pas lire beaucoup de gens, mais ça leur permet aussi d'innover. Et Resident Evil, c'est quoi? C'est jamais que l'application des films d'horreur, notamment à forte raison les Romero, donc la trilogie des zombies, mais pas que, beaucoup les films d'action hollywoodiens, pour lancer en fait la série qui va être la principale série de survival horror et de jeux vidéo d'horreur, qui va réussir à sortir du giron un peu confidentiel, même si
les Français aiment bien rappeler que Alone in the Dark est le fondateur et que de toute façon Resident Evil n'est jamais qu'une repompe, ce qui, disons, dans un milieu où tout le monde copie tout le monde, n'a pas vraiment de sens, mais bon, passant, je pense que notre instinct chauvin a tendance à prendre le dessus parfois dans une moindre mesure. Il faut jamais oublier qu'il y a d'autres jeux qui ont été inspirés par Alone in the Dark qui sont sortis dans l'interstice. J'ai plus exactement le nom, mais il me semble qu'il y avait un jeu qui s'appelait Dr. Hauser qui reprenait trait pour trait, je crois que c'était sur la 3DO au Japon, Alone in the Dark. Donc c'est beaucoup de jeux qui sont sortis dans l'intermède et qui permettent en fait un peu de faire la passation entre le géniteur français et Resident Evil qui va raffiner la formule et faire un jeu qui est encore complètement classique et culte, que vous pouvez jouer dans sa forme originelle ou sous la forme de remake, sorti sur GameCube, qui est elle aussi absolument exceptionnelle et qui se joue toujours très très bien. Donc le survival horror commence à sortir, et Konami, pendant ce temps-là, est un peu à la ramasse. En effet, Konami n'a pas, comme je disais, comme seule source de revenus le jeu vidéo, et les jeux vidéo, ça coûte cher à développer. C'est une obsession chez les gens de Konami qui va perdurer pendant très très longtemps, c'est-à-dire que Konami va se dire que peut-être que le jeu vidéo n'est pas un investissement si pérenne, et c'est une obsession qui va s'assumer au fur et à mesure des générations. Donc pendant la génération PlayStation, c'est ma théorie à moi, le seul jeu qui va faire vraiment sortir Konami du giron, enfin qui va le faire rester dans la tête en fait des jeux vidéo, c'est dans une certaine mesure plus tard sur N64 PES, mais surtout Metal Gear Solid qui va être un peu la Rolls-Royce, qui va tirer tout le monde chez Konami, qui va avoir énormément de pubs, de marketing, et qui est clairement un produit d'appel pour le plus grand public. Donc c'est ce qui fera la réputation de Hideo Kojima, et Hideo Kojima restera jusqu'à Metal Gear 5 Phantom Pain en 2015, un peu la rockstar, si on peut dire, de Konami. Mais à côté de ça, il y a d'autres jeux, il y a d'autres projets. Et c'est des projets qui sont faits, je dirais pas avec des bouts de ficelle, mais avec beaucoup d'inventivité. Et ce qui perd dans le niaque par rapport aux gens d'Osaka et de Capcom, Konami le récupère par une certaine habileté et une intelligence dans ses choix et par sa capacité d'adaptation. Je m'explique. Donc, comme vous le savez, la PlayStation, c'est l'ère de la 3D. Et essentiellement, Konami va faire des jeux plutôt en 2 dimensions, notamment à l'heure où Final Fantasy commence à exploser avec Final Fantasy VII, ils vont rester sur Suikoden, qui est une série de RPG aussi, tout en 2D, en travaillant avec des sprites très propres, une direction graphique assez conséquente, en bossant sur la musique et surtout le scénario, qui va s'orchestrer sur un pastiche évidemment de Au bord de l'eau, donc l'histoire chinoise avec 108 étoiles du destin, qui sont 108 personnages que vous pouvez recruter, et à côté une intrigue politique qui va se déployer sur 1 jeu, 2 jeux, 3 jeux, 4 jeux, ainsi de suite. Ils ont beaucoup d'écrivains chez eux et plutôt de littéraire en fait chez Konami, notamment donc la personne qui va être responsable des chara-design de Suikoden est une dame qui a une thèse en littérature allemande, qui a fait son travail de thèse sur Faust, et qui fera durant la PS2 un jeu qui s'appelle Shadow of Memories, qui reprend un peu le mythe de Faust. Mais il y a beaucoup de gens justement qui sont assez cérébraux et assez débrouillards. Par exemple, Castlevania, dont j'ai parlé dans une précédente vidéo, et cette série qui a fait les belles heures de la NES et la Super NES. Et quand arrive la PlayStation 1, on s'aperçoit qu'on n'a pas forcément le budget ni la compétence pour pouvoir faire un jeu complètement en 3D, comme d'autres jeux ont été proposés durant cette période-là. D'autant plus qu'il ne faut jamais oublier, c'est que la PlayStation est une console qui a très très bien marché en Europe, aux États-Unis, partout dans le monde, mais qu'au Japon, il y a la Saturn, qui n'a pas du tout marché en France, enfin en tout cas en Europe et aux États-Unis, qui marche très bien, et donc mais qui ne supporte pas vraiment la 3D, enfin qui a beaucoup de mal avec les jeux en 3D. Donc Castlevania va être bricolé par Igarashi, qui dit bon bah tant pis, je vais faire Symphony of the Night, vous allez en prendre plein les yeux, mais par contre on va limiter la 3D, et il y a un côté bricolage assumé dans le jeu. Non seulement le jeu est complètement reformé pour être un RPG, c'est le début des Metroidvania, mais en plus il y a beaucoup d'ennemis à l'écran que vous voyez, qui sont en fait des sprites, donc des éléments graphiques, qui sont repris des vieux Castlevania sur NES, enfin surtout sur Super Nintendo. Et ça, cette règle-là, c'est un peu, quand on se moque de cette série-là, c'est qu'il y a des sprites qui vont être utilisés dès la Super Nintendo, et qui, sur PlayStation, sur Game Boy Advance, sur Nintendo DS, vont continuer à être utilisés. Donc c'est vraiment le côté recyclage, et on n'a pas de sous, mais on a des idées, clairement assumées chez Konami. Toutefois, à un moment, il va y avoir besoin d'avoir un nouveau hit, et Konami va encore un peu changer, enfin en tout cas les tronches chez Konami, donc un peu les instances dirigeantes vont se dire, bah il nous faut un jeu qui peut
faire plaisir aux Américains et dans une moindre mesure aux Européens, parce qu'on sait que ça va se vendre bien, on sait ce qui marche chez les codes hollywoodiens. Donc c'est comme ça que Metal Gear va être un peu vendu comme le jeu ultime d'espionnage tactique, on en prend plein les mirettes, et c'était un excellent jeu pour l'époque, absolument incroyable. Je vous conjure d'y rejouer si jamais vous ne l'avez pas fait, ou d'y jouer simplement. Mais à côté de ça, il y a d'autres projets qui sont lancés. Et l'un de ces projets-là, justement, va être chapeauté notamment par Keiichi Toyama, donc, qui est le créateur de Silent Hill, et toute une équipe de personnes qui vont se greffer autour de lui, notamment un producteur dont j'ai plus le nom, un compositeur qui avait déjà travaillé, musicien sur Suikoden, qui s'appelle Akira Yamaoka, qui va devenir l'emblème de la série, ainsi que plusieurs personnes, dont notamment Itoi, si je me rappelle son nom de famille, et Takayoshi Sato, qui est le responsable des scènes cinématiques, mais qui aura un rôle beaucoup plus intéressant par la suite. Donc tous ces gens se retrouvent pour essayer de monter un projet, et le projet n'avance pas, ils n'ont pas d'idée, c'est un peu compliqué, ils ne savent pas trop comment faire un projet hollywoodien. Et le budget, il est un peu bouffé par Hideo Kojima et Metal Gear. Donc ce qui va se passer, c'est que le producteur, dont j'ai plus le nom, va arriver et va dire pourquoi est-ce que vous ne faites pas un survival horror comme Resident Evil, parce que Resident Evil marchait très 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 bien à l'époque. Le 2 était prêt à sortir, et il allait encore faire marcher encore mieux que le premier. Et à ce moment-là, en fait, l'idée, c'est ils commencent tous un peu à réfléchir, et du coup, Toyama se dit en fait, peut-être que le plus simple, si on peut pas directement lutter en matière de budget, même si on fait un jeu 3D avec des cinématiques avec Resident Evil, pourquoi est-ce qu'on ne change pas notre fusil d'épaule et on fait un jeu d'horreur psychologique? Et ça, c'est vraiment l'idée de génie qu'il a eue, et que sur laquelle son équipe a un peu continué à itérer, c'est que Silent Hill est un survival horror, c'est peut-être la seconde licence la plus connue en termes de survival horror après Resident Evil. Mais contrairement à l'action qui est extrêmement conséquente, forte, mais très stressante, très flippante, et surtout la tension permanente qu'il y a dans Resident Evil, Silent Hill change son fusil d'épaule et se dit plutôt que externe, il faut que la tension soit interne. Et donc, par le bruit, par le design des monstres, par la conception des niveaux, par l'histoire et l'ambiance, c'est le joueur qui prend sur lui en fait la conception d'horreur, et c'est pas tellement des facteurs externes qui vont le faire. Je vais pas mentir, Silent Hill a généralement un combat assez merdique, ce qui pour un survival horror est un peu triste, des énigmes qui sont absolument cérébrales et géniales, mais en tout cas c'est vraiment à vous, quand vous jouez, quand vous êtes dans l'ambiance avec votre casque de nuit, que vous ressentez en fait toute la terreur du jeu, mais c'est une terreur qui est poisseuse, c'est vraiment un sentiment qui se mixe entre la dépression et disons l'angoisse permanente qui est très très forte. Et ça, en fait, encore une fois, l'équipe donc, qui deviendra la Silent Team va commencer en fait à réfléchir par rapport à ses inspirations américaines, en se disant on aime David Lynch, on aime l'échelle de Jacob, on aime beaucoup Stephen King, et comment est-ce qu'on peut mélanger tout ça pour aboutir à la conception de Silent Hill avec une iconographie assez forte, et cette musique industrielle extrêmement dure, un peu inspirée par Godspeed You Black Emperor, que Akira Yamaoka va subvenir sur quasiment tous les Silent Hill. C'est l'une des rares personnes qui a travaillé, après comme externe, sur quasiment tous les jeux sortis de cette licence. Donc Silent Hill, ça parle de quoi concrètement? Donc c'est un jeu en 3 dimensions, survival horror. Vous incarnez Harry Mason, qui est un père de famille qui a adopté une gamine à sa naissance, et il est avec sa petite fille de 8 ans en train de rejoindre une destination on ne sait où, au milieu d'une route américaine. Et dépassé par une fliquette, il doit faire un violent coup de frein quand il voit une jeune fille traverser la 4 voies. Il perd le contrôle de son véhicule, le véhicule s'effondre, et il se réveille seul dans la neige, et sa petite fille est disparue. Et tout le principe du jeu, c'est Harry Mason va chercher Cheryl, sa petite fille, à travers la ville où il a atterri, qui s'appelle Silent Hill. Silent Hill est une ville qui va être plongée dans le brouillard le plus total, et c'est évidemment l'une des grandes intelligences du jeu, comme je disais, parce qu'ils n'ont pas la capacité graphique, la PlayStation ne peut pas supporter en fait vraiment un jeu complètement 3D tel qu'il pourrait être pensé dans Silent Hill. Ils vont créer un brouillard volumétrique qui va engloutir la ville pour justement cacher un peu les limites de ce jeu, ce qui permet évidemment de créer une ambiance hyper flippante, parce que vous ne savez pas s'il y a un monstre devant vous, et évidemment c'est extrêmement angoissant tout du long. Harry Mason va très vite se rendre compte, après un espèce de rêve absolument cauchemardesque, qui l'amène à se faire taillader par des petits monstres avec des gros couteaux. Donc encore une fois, on est sur tous les monstres vont être designés sur un concept très proche, donc
essentiellement dessinés par Itoy, qui est un fan absolu de tout ce qui est bondage, sadomasochisme et de Francis Bacon. Donc c'est des monstres complètement écorchés, qui n'ont plus vraiment de semblance en soi, généralement ils n'ont pas de visage, ils n'ont même pas de peau, et des designs absolument frappants et sidérants, qui en plus sont contrebalancés par l'utilisation de plans de caméra extrêmement forts et pernicieux, qui sont évidemment très inspirés par le cinéma horrifique, de tout ce que j'ai pu citer auparavant, et qui vont donner à un jeu qui d'habituel est plutôt où la caméra est sous votre contrôle en permanence, va permettre de provoquer la frousse, l'effroi et des sensations en fait de détachement absolu dans les séquences les plus oniriques. Donc Harry Mason se réveille avec la fliquette lui dit écoutez, restez là, je vous donne un flingue quand même parce qu'on est aux États-Unis et surtout bougez pas. Et donc évidemment Harry Mason, n'écoutant que son courage, va se plonger dans cette ville qui est complètement démente, où en gros il y a des morceaux de route qui ont disparu, il y a des monstres, il y a des chiens écorchés, des espèces de ptérodactyles volants et plein de saloperies qui rôdent dans la ville. Et son but va être de retrouver sa petite fille par différents indices qui sont éparpillés dans la ville en suivant des endroits iconiques de Silent Hill, notamment son hôpital, une cité, enfin le musée, et j'en passe et des meilleurs. Et tout au long de son histoire, il va rencontrer différents personnages qui sont encore humains et qui ont survécu, à savoir notamment une infirmière, le médecin Kaufman, qui était une sorte de pourri un peu paranoïaque, et aussi Dahlia Gillespie, qui est là... en gros, une sorte de sorcière, prêtresse dans la ville. Et petit à petit, Harry Mason va pouvoir enfin retrouver... en suivant la piste de sa petite fille, il va s'apercevoir qu'il y a encore un autre truc par rapport à Silent Hill, et ça c'est un élément récurrent de la série, c'est que la ville de Silent Hill, déjà décrépite, avec des monstres, avec des morceaux de charpente et d'autoroutes arrachées, a une autre façade, c'est que des fois... le monde plonge dans ce qu'ils appellent le Otherworld, donc l'autre monde, où là, les bâtiments prennent une texture rouge, où tout devient métallique, rouillé, industriel, et évidemment encore plus angoissant qu'avant. Et toutes les peurs et les craintes des personnages rencontrés, ainsi que de Harry, prennent la forme, donc, non seulement de monstres, mais aussi de toutes sortes d'énigmes complètement étranges et barrées, qui ne sont pas sans rappeler, évidemment, les pires heures d'un David Lynch ou d'un Cronenberg. Et donc je me permets maintenant de vous spoiler la fin de ce jeu, promis je le ferai pas pour les autres, c'est un jeu qui a plus de 30 ans maintenant, le grand twist en fait et la grande force de ce jeu, c'est évidemment en s'inspirant de choses comme l'échelle de Jacob et toute l'horreur un peu psychologique qu'a pu développer King et les autres. D'ailleurs, dans ce jeu, les rues ont des noms, les rues de Silent Hill ont les noms de Richard Bachman et de tous les écrivains d'horreur. Et ce qui se passe en fait, c'est qu'à la fin... Il se rend compte que le fait que la ville soit complètement étrange avec des monstres vient du fait qu'en fait sa petite fille est une sorte une division, on peut dire, physique, la recréation d'une jeune sorcière qui s'appelle Alessa, qui est la fille de Dahlia Gillespie, qui a été créée par Dahlia, enfin qui est la fille de Dahlia, mais que Dahlia en fait a préparé pour être en fait la divinité réincarnée de son culte. En effet, à Silent Hill, et dans tous les Silent Hill, il y a un culte qui est extrêmement puissant, qui remonte un peu aux années coloniales, qui cherche à ramener sur Terre un dieu qui est une déesse d'amour, mais visiblement ça marche pas trop. Il y a un incendie quand Alessa est martyrisée à l'école, elle développe plein de craintes, ce qui explique en fait la présence de monstres qui sont que des émanations de ce qu'elle a. Elle a peur des chiens, donc vous affrontez des chiens écorchés, elle a peur des dinosaures quand elle lit des bouquins, donc vous voyez des ptérodactyles et ainsi de suite. Et tout ça, c'est dans tous les Silent Hill, c'est pareil. Les monstres sont des émanations psychologiques des protagonistes ou des autres personnages que vous rencontrez. Et ce qui se passe, donc il y a un incendie quand Alessa est jeune, Alessa finit à l'hôpital comateuse, mais ses pouvoirs sont décuplés, ce qui fait qu'elle génère le Otherworld et plein d'horreurs comme ça, mais par contre, ça, entre parenthèses, bonne partie, arrive à être scindée dans un bébé qui va être en fait Cheryl, donc la fille de Harry Mason. Le final, en fait, s'effectue sur une série de choix, c'est-à-dire qu'à la fin du jeu, selon les choix que vous avez fait, parce qu'il y a différentes petites choses que vous pouvez faire pour avoir des fins différentes, il y a 5 fins différentes dans Silent Hill, et généralement, dans chaque Silent Hill, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est que, donc, avec l'impulsion de Kaufman, le médecin, vous avez la possibilité de séparer quelque part séparer la divinité de Alessa, et donc vous avez soit la possibilité d'affronter dans la mauvaise fin Alessa réincarnée en divinité de la lumière, ou dans la meilleure fin, le démon Incubus, qui est en fait la mauvaise partie divine dans la petite fille.
enfin dans la jeune fille. Donc évidemment, comme d'habitude, les fusils à pompe et les pistolets sont la meilleure façon de se débarrasser des créatures démoniaques, comme Terry Pratchett nous l'a enseigné. Il y a quand même des choses qui sont extrêmement fortes dans le jeu avant d'arriver à ce final. Je pense notamment à l'infirmière qui a ce rôle tragique parce qu'en fait, elle est maintenue en vie essentiellement c'est une illusion qui est maintenue en vie par Alessa. Et à la fin du jeu, elle s'aperçoit qu'en fait, elle est déjà morte. Et vous la voyez se transformer en monstre devant vos yeux, c'est absolument glaçant et assez... Enfin, c'est vraiment l'un des meilleurs moments du jeu pour moi. Et le jeu se finit donc soit avec la bonne fin, c'est vous arrivez à sortir de la ville et vous retrouvez un bébé à nouveau. En fait, Alessa est sympa et vous laisse à nouveau un bébé. Donc vous pouvez reconstruire votre vie, potentiellement avec la fliquette si vous l'avez sauvée. Et la mauvaise fin, qui est absolument glaçante. La mauvaise fin glaçante, c'est que c'est comme dans l'échelle de Jacob. On voit que Harry est dans sa voiture mort, et que donc il a eu un accident de bagnole qui lui a été fatal, et toute l'intrigue du jeu est en fait un rêve qu'il a en tant que mourant. Et Silent Hill va faire perdurer cette espèce d'ambiance étrange où on ne sait pas où commence la réalité et où commence l'imaginaire. Mais en tout cas, toute l'iconographie d'imaginaire, du culte, de la ville sous le brouillard, de cette espèce de plante magique qui permet de diviser les gens, entre parenthèses, et de scinder plusieurs personnes, va perdurer à travers tous les Silent Hill. Le jeu va étonnamment avoir plutôt bien marché, notamment la démo sera donnée en fait, assez intelligemment dans toutes les copies de Metal Gear Solid, ce qui va permettre à beaucoup de gens comme moi, en fait, qui n'étaient pas du tout horreur, de découvrir ça, et d'offrir une horreur plus psychologique, qui fait moins peur, quelque part, que les zombies cannibales et les gros monstres de Resident Evil. Et ça va permettre, en fait, de forger la Team Silence, donc un ensemble de personnes qui vont devenir le cœur de l'équipe qui va faire la suite de Silent Hill 2, puis Silent Hill 3 et Silent Hill 4 Zero. Donc un petit mot sur Takayoshi Sato, parce que ça c'est rigolo. Comme dans le 1, il y a des cinématiques, il a été la seule personne qui a conçu toutes les cinématiques tout seul. La légende veut qu'il ait plus de 60 PC, 60 Linux qui tournaient dans une cave, enfin dans un sous-sol de Konami, qui faisait tourner jour et nuit. Il a bossé comme un taré pendant 6 mois pour faire toutes les cinématiques lui-même. Ce qui donne des choses un peu étranges, où les personnages sont un peu flippants parce qu'ils sont humains, mais il y a un côté extrêmement creepy, parce que quand vous êtes tout seul à devoir animer, compresser et compagnie, ça devient très très bizarre. Et cette qualité quasiment surréaliste, elle va se retrouver au moins dans Silent Hill 2, qui va réutiliser un peu le même concept de cinématique complètement séparé du moteur du jeu, ce qui ne sera pas le cas dans le 3 et dans le 4. Mais en tout cas, c'est vraiment quelque chose d'absolument unique qui va se retrouver dans Silent Hill 2. Silent Hill 2, donc Takayoshi, l'ancien directeur va partir. Takayoshi et d'autres personnes vont prendre un peu la suite, et c'est Akira Yamaoka, qui, musicos, va devenir le producteur de cette série. Il est important de noter que dans cette série, dans cette équipe de développement, il y a aussi beaucoup de femmes. L'essentiel des modélisatrices de personnages, de monstres et de décors sont des femmes, ce qui est assez rare donc, à cette époque-là en tout cas, et qui permet en fait d'avoir des personnages féminins à l'écran qui sont pas, disons, des stéréotypes sur pattes, puisque contrairement à Resident Evil, où on est vraiment dans le mythe de l'action woman, voire du fétiche sexuel, là, dans Silent Hill, la réflexion est tout autre, et les personnages féminins, en général, ont quand même plus de consistance, et surtout, en fait, au niveau du design, c'est beaucoup plus sobre et propre, puisque les designeuses veulent pas, justement, avoir des espèces de stéréotypes sur place, et ça se sent surtout dans le 3e, où le personnage principal est féminin. Silent Hill 2 va être vraiment la grosse claque que personne ne va attendre, donc il est fait par la même équipe, peu ou prou, un peu plus importante, avec un peu plus de budget, parce que c'est la PS2. L'idée principale, le cœur du jeu va être conceptualisé à partir de Crime et Châtiment de Dostoevsky par Takayoshi, donc le mec responsable des cinématiques, et toute l'équipe, un scénariste va venir, et tout le monde va bosser un petit peu ensemble pour faire vraiment, pour apporter ses idées sur le jeu, sur l'histoire, pour corriger un peu le tir, et faire une expérience vraiment inoubliable. Ironiquement, l'histoire semble beaucoup plus pencher du côté d'un vieux livre qui s'appelle Bruxelles, c'est Envers la Morte, si je dis pas de bêtises, ou Bruges la Morte, je sais plus, en gros, le jeu est très simple au niveau de son histoire. Vous incarnez un homme qui s'appelle James Sutherland, qui reçoit une lettre de sa femme. Sa femme l'enjoint à le rejoindre dans le lieu où ils ont passé leur lune de miel, à un hôtel qui surplombe le lac devant lequel est placé Silent Hill, donc la ville du 1. Mais il n'y a aucun rapport avec le 1, c'est un jeu complètement indépendant, sauf qu'il y a un petit problème, c'est que sa femme est morte depuis 3 ans.
Et donc l'intrigue commence là-dessus, James Sutherland va explorer la ville est toujours plongée dans le brouillard, peuplée de monstres complètement étranges et obnubilés. Le monstre le plus iconique, c'est évidemment les infirmières qui ont des décolletés, des mini-jupes, mais qui d'un autre côté ont un visage complètement lisse et se battent avec des espèces de scalpels tout en marchant comme des marionnettes d'un pas dégingandé. J'en passe à des meilleurs, il y a plein de choses. Tous les monstres semblent être sortis d'un tableau de Bosch ou surtout de Francis Bacon, qui a été une inspiration majeure pour Doyle. Et pour Itoy, pardon. Et l'intrigue commence à avancer lentement mais sûrement quand James va rencontrer d'autres personnes humaines dans la ville qui sont comme lui une sorte de trauma, et il va s'apercevoir qu'au fur et à mesure, la ville, comme l'indique Crime et Châtiment, est un moyen de amène en fait des gens qui sont torturés et pour les punir d'une certaine façon. Donc il a notamment une jeune fille qu'il va rencontrer qui s'est fait abuser par son père sexuellement et qui vit dans une sorte de son propre vision de l'enfer où il y a des flammes permanentes. Il va rencontrer un jeune homme obèse qui a tué quelqu'un et qui est en fuite et qui commence à péter les plombs et qui pense que les autres sont plus humains. Et ironiquement, il rencontre aussi une petite fille qui, elle, ne voit rien du tout, qui considère que Silent Hill est une ville normale, et qui était une amie à l'hôpital de Marie, donc la femme de James qui est passée. Et élément le plus important du scénario, James va rencontrer quelqu'un d'assez important qui s'appelle Maria, qui mystérieusement ressemble comme deux gouttes d'eau à Mary, donc la femme de James, sauf que elle est beaucoup plus sexy, elle lui fait du rentre-dedans, et elle a une fâcheuse tendance à avoir beaucoup de problèmes, puisque James et Maria, dont son nom, sont poursuivis par une sorte de créature, un stalker, un monstre qui revient sans cesse, qui s'appelle en anglais Red Pyramid Thing, donc c'est la pyramide rouge, qui est une sorte d'immense exécutant avec un couteau de boucher très très long, qui a un tablier, et qui a une grosse pyramide rouge sur la tête, et qui passe son temps durant le jeu à harceler James et Maria. Je vous raconterai pas la fin du jeu, qui est absolument exceptionnelle. Pour beaucoup de gens, c'est considéré comme l'un des meilleurs jeux du monde. C'est pas mon Silent Hill préféré, moi c'est le 3, mais en tout cas, c'est un jeu qui est vraiment une expérience à part, incroyable, qui est complètement contenu. Ce qui explique pourquoi aussi c'est le jeu qui a été refait, ils ont fait un remake l'année dernière. Si vous n'y avez jamais joué, et que vous aimez un peu l'horreur, je ne peux que vous conseiller au moins de regarder quelques vidéos sur internet, parce que c'est quand même du très 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 grand art. Et les fins sont encore une fois multiples, selon le choix que vous faites. Je noterai juste un petit truc que j'ai pas dit aussi, c'est que parmi toutes ces fins, il y a une fin débile qu'il y a dans tous les jeux, c'est-à-dire que durant le développement de Silent Hill 1, ils avaient créé une boîte à idées, en disant on va faire une fin bonus débile et pour justifier ce qui se passe à Silent Hill et pourquoi c'est bizarre. Et il y a un mec dans la boîte qui a dit en fait c'est des aliens. Et donc il y a une fin alien dans chacun des Silent Hill, et c'est des fins qui suivent où en gros les aliens débarquent, ils capturent Harry Mason, puis ils débarquent et ils capturent James Sutherland, et ça continue. Enfin, c'est la seule blague récurrente de toute la série, qui est très très marrant dans un jeu qui se veut extrêmement sérieux, d'avoir une espèce de truc fanfaronnade. Mention spéciale au 3 où on entend à la fin les membres de l'équipe faire un karaoké complètement bourré. C'est assez différent du ton général de la série. En tout cas, Silent Hill 2 est vraiment une claque dans la gueule qui va perdurer et faire vraiment la force de la série par rapport à Resident Evil, qui lui va commencer un peu à s'empâter avec l'âge, notamment sur l'époque de la PS2, jusqu'à ce que Resident Evil 4 arrive et change complètement la donne en termes de jeux vidéo. La série va continuer. Silent Hill 3, je passe très rapidement, c'est mon préféré, mais il est un peu différent. C'est une suite directe à Silent Hill 1, où on joue une jeune fille qui s'appelle Heather, qui est poursuivie à nouveau par un culte et qui se retrouve à Silent Hill. Le jeu est à tomber par terre au niveau des modélisations de personnages, c'est-à-dire que le visage des personnages est absolument incroyable. Le personnage d'Heather est peut-être l'un de mes persos préférés de jeux vidéo, parce que justement, c'est un peu une jeune fille, mais qui n'est pas complètement apeurée, qui nage entre deux eaux, avec la fin de l'adolescence, le côté il faut tuer le père, enfin, il y a plein de choses qui rentrent en jeu qui sont vraiment très très bien. Encore une fois, l'ambiance est absolument démentielle, et pour moi, c'est celui qui est le plus malaisant en fait au niveau visuel. Les gens les gens qui bossent sur la Team Siren vont commencer un peu à fatiguer et vont proposer à Konami d'arrêter en fait suite à ça vraiment de faire des Silent Hill, et ils vont lancer sur un projet horrifique un peu différent. Projet horrifique qui va aussi se faire quand une partie des quelques personnes qui travaillaient sur Silent Hill 1, notamment le directeur, vont partir chez Japan Studio pour faire un autre jeu horrifique qui s'appelle Forbidden Siren, dont je parlerai pas parce que je pourrais en parler des heures. Mais donc il y a une sorte de proto Silent Hill qui se fait par la Team Siren. Sauf que Konami arrive avec ses gros sabots et dit les gars,
votre projet, ce n'est pas un Silent Hill, donc maintenant c'est un Silent Hill. Et ce jeu sera Silent Hill The Room, donc Silent Hill 4, qui va être rattaché de manière un peu difficile, évidemment, à la série, puisque c'était pas conçu comme un jeu, c'était conçu comme un jeu complètement différent. Cette fois, le concept est bête comme la lune. Vous jouez un type qui s'appelle Harry Townshend, qui est coincé dans son appartement. Il y a un immense cadenas qui est mis sur sa porte d'entrée, il ne peut pas sortir, il a beau hurler, appeler, il ne se passe rien. Donc le pauvre gars s'aperçoit en plus qu'il y a un trou immense dans sa salle de bain, et qu'en passant dans ce trou, il peut se rendre dans des endroits ou des lieux ou des dimensions différentes. Donc ça va être un métro, ça va être une prison, etc. À chaque fois, il va rencontrer dans ces lieux ses voisins, certains de ses voisins, et ses voisins vont tous mourir de façon absolument horrible, avant de revenir sous la forme de fantômes qui viendront essayer de le détruire plus tard. Tout le jeu est d'une perversité absolument incroyable, puisque toute la partie dans votre appartement constitue votre base arrière, c'est là où vous pouvez sauvegarder, et surtout vous pouvez, un peu comme dans Chambre avec vue de Hitchcock, vous pouvez observer ce qui se passe à l'extérieur de votre appartement, vous pouvez épier votre voisine, qui devient un personnage assez important, vous pouvez regarder quand on frappe à la porte qui est à l'extérieur, donc ça crée vraiment une narration qui est très très forte et très intelligente. Mais toutefois, le jeu est pas sans défaut, et le principal défaut du jeu, c'est que, en fait, c'est pas très très agréable à jouer, puisque une fois que vous avez fait, en gros, la première partie du jeu, on vous redemande de faire tout le jeu avec votre voisine, justement, que vous épiez, qui se retrouve un peu coincée avec vous, et le jeu devient une mission d'escorte. Et en plus, cette mission d'escorte vous confronte aux fantômes des victimes précédentes, puisqu'en gros, le méchant qui ressemble comme deux gouttes d'eau à Brad Pitt, qui s'appelle Walter Sullivan, cherche à faire un rituel pour ressusciter sa mère, sauf qu'il pense que sa mère, c'est l'appartement où vous vivez, et pour cela, il va tuer 21 personnes. Il en a déjà tué 19, je crois, quand vous arrivez à la moitié du jeu, donc il veut buter votre voisine et vous. Et donc votre but, c'est d'échapper à ça, et donc vous devez refaire tous les niveaux que vous avez fait jusqu'ici, mais avec non seulement une escorte à protéger, et en plus des monstres qui sont invincibles, qui sont les fantômes, que vous pouvez uniquement immobiliser. Donc c'est vraiment pas très marrant, et en plus, vu que la fin est déterminée sur la matière, votre efficacité à protéger votre voisine, c'est vraiment pas marrant du tout, quoi. Et c'est dommage, parce que c'est un jeu qui, en l'essence, est vraiment très intéressant et complètement différent de ce qu'a pu faire la Team Silent avant, mais le jeu va quand même avoir des critiques qui sont pas très très bonnes, et Konami va se dire qu'il est temps un peu d'arrêter les frais. Et avec la PS2, ça arrête vraiment le cœur de la Team Silent, qui va commencer à partir soit sur Forbidden Siren, soit rejoindre Hideo Kojima à Koji Pro. Je saute quelques années, on arrive vraiment dans les années au-delà quelques années plus tard, donc il y a pas mal de spin-offs qui vont sortir, des petits trucs, et la licence, Konami va commencer en fait à sortir. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que passé le cap de la PS3, les développeurs japonais vont commencer à avoir du mal à suivre. C'est-à-dire qu'en fait, la PS3 est particulièrement difficile comme environnement pour programmer. La Xbox, ils en font quasiment pas. Donc les développeurs japonais vont partir avec un train de retard, ce qui fait que ça va être un peu la famine et la disette. Et Konami, ainsi que les grands développeurs Capcom et compagnie, vont estimer que le seul moyen d'augmenter leurs bénéfices, c'est de faire en sorte que les jeux soient plus américains qu'avant, et donc ils vont demander à des studios externes de faire des jeux vidéo basés sur leur licence. C'est comme ça qu'on va avoir par exemple Devil May Cry, qui était chez Capcom au Japon, qui va se retrouver chez les Britanniques de Ninja Theory, qui, j'en parlerai même pas tellement je trouve que ce jeu est une abomination. Castlevania va finir chez les Espagnols de Mercury Steam, et Silent Hill va passer de main en main en fait dans pas mal de studios pour faire des jeux qui sont pas terribles. Il y a notamment Silent Hill Homecoming qui raconte l'histoire d'un soldat qui revient de la guerre, et c'est pas génial. Le seul truc bien que je me rappelle de ce jeu, c'est un des designs de boss qui est tout en porcelaine sanglant, mais c'est vraiment, on atteint le bas du panier, on a l'impression qu'il récupère uniquement certains éléments graphiques de Silent Hill avec la musique toujours d'Akira Yamaoka, mais sans donner quoi que ce soit d'intéressant derrière, sans comprendre ce qui faisait l'essence et l'intérêt de la série Silent Hill. Peut-être le seul jeu qui va vraiment... Et le clou du spectacle, c'est quand, en 2012, ils vont faire la double insulte de ressortir une collection de Silent Hill 2 et 3 pour la PS3, qui va être dégueulasse, fait à la truelle, et qui va enrager pas mal de fans. Et à côté, ils vont faire Silent Hill Downpour, qui est un jeu dont la musique est faite par Korn. En gros, Korn a fait le groupe Korn a fait une des chansons du jeu, et là on se dit, bon, c'est fini, ça n'a plus rien à voir. C'est pas un mauvais jeu en soi, mais alors, c'est plus du Silent Hill, quoi. Et la seule réussite, ça va être en 2009, il y a un jeu qui s'appelle Silent Hill Shattered Memories, qui se veut plus ou moins un remake de Silent Hill 1, avec un papa qui cherche sa fille, qui est un jeu très très malin,
très futé, qui n'a rien à voir, vraiment, c'est pas vraiment un remake, mais qui est un jeu très psychologique, porté sur des choix, sur la manipulation du joueur, qui est fait par un type qui s'appelle Samuel Barlow. Et Sam Barlow, en fait, il va être très connu après parce qu'il va faire des jeux notamment comme Her Story ou 30 Minutes, qui vont être des jeux en fait psychologiques avec des vrais acteurs tournés en prise réelle. Notamment Her Story, c'est l'interview avec une fille chez des flics et il faut déterminer quand est-ce qu'elle ment ou quand est-ce que son histoire ne tient pas debout. Et c'est rigolo parce que c'est pas la dernière encartade qu'aura Sam Barlow avec la série Silent Hill, mais de ces années noires, c'est le seul jeu qui a vraiment d'intérêt dans la série. Il y a Silent Hill Origins, mais j'en parle même pas aussi, qui était pour portable. Donc ça va être un peu la disparition de Silent Hill, jusqu'à ce que, en 2014, Hideo Kojima, qui lui est crevé, il vient de finir il est en train de finir Metal Gear Phantom Pain, qui est son Metal Gear 5, qui est un jeu, je rappelle, qu'il voulait pas faire, mais il avait dit la même chose de Metal Gear 4, il avait dit la même chose de Metal Gear 3, donc vous voyez un peu où j'en viens. En gros, c'est une rockstar qui est sollicitée par Konami et qui lance encore des Metal Gear, et qu'on a ras-le-bol. À côté, Konami en a ras-le-bol de Kojima, parce que justement c'est une rockstar et qui fait sa diva, et ils estiment qu'en fait les jeux vidéo ne rapportent plus vraiment d'argent. À ce moment-là, Konami fait essentiellement son argent par les pachinko, donc c'est des jeux d'argent, et par une salle de sport. En fait, c'est un peu comme Basic Fit, ils ont des salles de sport à travers tout le Japon. Donc ils commencent à se dire que les jeux vidéo ça va 5 minutes, mais on va peut-être arrêter, et même PES, qui était un peu un jeu qui marchait bien, devient e-soccer sans la licence, qui commence un peu sérieusement à battre de l'aile. Et à ce moment-là, Kojima dit, bah tiens, ça serait vachement bien, Silent Hill, pourquoi pas faire un jeu d'horreur, ça me changerait. Donc il récupère la licence auprès des gens de Konami, il commence à faire un prototype de Silent Hill avec le moteur qu'il a demandé à développer en interne pour Metal Gear. Donc en fait, il commence à prendre des ressources de Metal Gear pour faire Pity, qui est une démo assez particulière, et le trailer aussi de Silent Hill, qu'il voulait faire avec Norman Reedus. Ça va se passer très 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 mal. Konami va pas accepter. Il faut comprendre, c'est qu'au Japon, en tout cas dans le développement de jeux vidéo, ça marche beaucoup au personnel. Et donc si vous vous mettez à dos, ou si vous n'êtes pas là pour supporter votre projet de jeu vidéo, en général on les laisse un peu en stand-by, vos projets. Je pense à notamment Megaman, qui une fois chez Capcom, une fois que Keiji Inafune est parti de chez Capcom pour des raisons diverses, Megaman est resté sur le côté, et maintenant, à part quelques caméos et un ou deux petits jeux, il n'y a plus rien. Donc ce qui va se passer, c'est que Silent Hill, avec le départ de Kojima, avec le fait que Konami, on a ras-le-bol des jeux vidéo, a dit stop, on arrête de développer des jeux vidéo, simplement, à part des jeux mobiles, c'est la misère. Et il ne va plus rien se passer pour Silent Hill pendant des années. Étrangement, en 2020, il y a un petit événement qui s'appelle le Covid qui arrive, qui fait que, mystérieusement, quand les gens sortent pas de chez eux, ils peuvent pas dépenser au pachinko. Et la salle de sport, ils y vont pas trop. Donc Konami commence à réfléchir, comment est-ce qu'on peut refaire du pognon, et ils commencent à regarder toutes les licences de jeux vidéo qu'ils ont, et se disent, en fait, c'est assez simple, on va à nouveau donner, entre parenthèses, prêter les licences de jeux vidéo qu'on possède, pour que des gens fassent des jeux vidéo dessus. Ça va être la ruée vers l'or, il y a beaucoup de studios qui vont faire ça. Allez dans un magasin de jeux vidéo, et regardez, ou le eShop, ou je sais pas quoi, et regardez le nombre de remakes qu'il y a. Du Dragon Quest, des Final Fantasy, Metal Gear, il y a plein de jeux qui sont vraiment faits en remake, et Konami va pas échapper à la règle. Ça commence assez simplement en touchant du bout du doigt, en donnant la possibilité de faire des collections. Donc ils vont faire des espèces de mini remasters que vous pouvez acheter des vieux jeux pour y jouer sur les plateformes récentes. C'est M2 notamment, qui est un très très bon studio de portage, qui va faire les Castlevania par exemple. Et après ils vont quand même, voyant que ça marche pas trop mal, ils vont pousser le pas avec un studio auquel ils ont confiance, qui s'appelle Bloober. Bloober, c'est des mecs qui sont basés en Pologne, qui ont travaillé déjà avec Akira Yamaoka, et qui vouent une passion, qui font des jeux horrifiques. Moi, j'ai jamais trouvé génial, mais c'est vrai qu'ils ont vraiment un amour de Silent Hill. Et donc, ce qui va se passer, c'est que Konami va être plus intelligent qu'avant. Ils se disent, on va recruter quelqu'un qui s'appelle Okamoto, qui est producteur, qui vient de chez Nintendo, pour en fait, qui chapeaute toute l'évolution de Silent Hill. Pour qu'en gros, il y a un mec interne à Konami qui soit un créatif, mais qui ait quand même la capacité de taper des doigts si jamais ça va pas dans le sens, ou si ça répond pas à la qualité qu'on attend. Ça va faire qu'on va avoir une sorte de résurrection de Silent Hill, ce qui est vraiment le truc complètement inattendu dans l'année 2020, mais face à Resident Evil qui sort que des remakes depuis maintenant 4-5 ans, ça se comprend. Ça va commencer donc avec Silent Hill 2, donc qui est sorti l'année dernière, qui est un remake du Silent Hill 2 original, qui est très très bien, il n'y a pas de souci. Si vous avez jamais joué à Silent Hill 2,
prenez cette version, même si moi, pour certaines raisons personnelles, je préfère l'original. Il y a beaucoup moins de bastons. Mais et si jamais vous êtes vraiment du côté obscur, les Silent Hill 2 et Silent Hill 3 sont sortis sur PC il y a très très longtemps, donc vous pouvez, par des moyens, comment dire, bref, les retrouver. Et il y a des gens, il y a des fans qui continuent à faire des patchs aujourd'hui pour restaurer le jeu en haute dimension, avec les cinématiques de la version PS2, avec du brouillard volumétrique. Donc c'est vraiment, il y a vraiment des gens qui sont fans absolus des vieux Silent Hill. Et passé ça, il y a plusieurs jeux qui vont être annoncés. Il y a une série télé complètement pourrie interactive qui s'appelle Silent Hill Ascension qui va sortir et je vous conseille de ne pas regarder. Silent Hill, le short message. Short message qui est pas terrible non plus, c'est un tout petit jeu gratos. On va annoncer Silent Hill Townfall, qui est à nouveau ce qui va rappeler Sam Barlow. Donc le jeu est toujours pas sorti, on sait pas trop ce que c'est, mais on peut supposer que ça sera un jeu de dialogue avec des vrais acteurs. Et il y a Silent Hill F. Silent Hill F, donc Silent Hill Forte, développé à Taïwan, supervisé par une équipe japonaise, qui sort un peu nulle part et qui a une esthétique, dès son premier trailer, complètement différente de tout ce qu'on a pu voir dans Silent Hill, puisque déjà, ça se passe au Japon. Donc ce projet a été supervisé par des développeurs taïwanais qui s'appellent Digital Bard. Ironiquement, c'est des gens qui avaient déjà travaillé sur une version un peu rabibochée de Final Fantasy. Ils avaient servi de contrat sous Square Enix pour faire une version mobile de Final Fantasy XV qui était un projet, disons, catastrophique, qui avait duré 10 ans, qui avait été fait, refait. Enfin, même l'auteur original avait renié la version puisqu'il avait une autre série de jeux qui s'appelait Kingdom Hearts. Et à la fin, il avait mis carrément un teasing sur sa version originale de Final Fantasy XV, mais avec les persos Kingdom Hearts. Enfin bref, c'est n'importe quoi. Et donc, Digital Bards a dû faire une version mobile de Final Fantasy XV, ce qui a été plutôt bien accueilli, puisque malgré les dessins, évidemment, les graphismes très très réduits pour une version mobile, le jeu était plutôt de bonne aloi et très bien fait. Et pour la petite histoire rigolote, le fondateur de Digital Bard est quelqu'un qui a beaucoup bossé dans le jeu vidéo, donc c'est un Taïwanais d'origine, qui a beaucoup cabaroudé à droite à gauche. Et il se trouve que quand j'étais au Japon il y a 10 ans, j'ai fait le Hanami, donc c'est le rituel en avril où vous mangez sous les cerisiers dans les parcs, avec la boîte où j'étais, qui était une boîte de traduction de jeux vidéo, et lui était venu de passage au Japon. Et il n'avait pas encore sa boîte, il était dans d'autres trucs, mais il m'avait raconté des histoires sur Jackie Chan et sur l'ensemble des acteurs hongkongais que j'aimais bien, des histoires horrifiques qui mélangeaient prostitution, traite humaine et compagnie. J'en pouvais plus, je pouvais plus voir une Jackie Chan pendant quelques années. En tout cas, il a réussi à fonder son studio et ça a l'air de marcher plutôt bien, puisqu'il a été monté par le producteur dont je parlais, Okamoto, et par son intermède Konami, pour faire ce fameux Silent Hill F, qui a été une autre petite subtilité, c'est qu'hormis Akira Yamaoka, qui fait la musique en partie, puisque c'est un peu le lien entre tous les Silent Hill, finalement, mais en tant qu'indépendant, l'histoire, donc les développeurs sont taïwanais, mais la majorité de la supervision, et notamment l'histoire, est faite au Japon par un auteur japonais qui s'appelle Ryukishi07. Alors c'est un nom qui probablement ne vous dit rien. Il faut savoir que Ryukishi07 a une excellente renommée depuis quasiment 20 ans au Japon pour un genre de jeu qui est un peu cantonné chez nous, soit au PC, soit aux consoles portables comme la Nintendo DS et compagnie, qui est le visual novel. Le visual novel est grosso modo l'équivalent des jeux d'aventure que nous on avait, les point and click et continu, mais extrêmement simplifié d'une certaine façon, puisque l'histoire prime, les décisions se résument généralement à des puzzles ou des décisions à faire au niveau des choix, et c'est l'histoire qui prime vraiment. Le meilleur exemple que je puisse vous donner, le plus connu, ça va être Phoenix Wright par exemple, donc la série des Phoenix Wright, Ace Attorney, chez Capcom, mais il y en a des millions et des millions. Ça se vend plutôt bien. Il y a House of Fata Morgana qui a bien marché, mais c'est souvent sur PC. Et Ryukishi07, c'est pas le pionnier du genre, mais c'est quelqu'un qui a réussi indépendamment à la fin des années 90, début années 2000, à faire 2 séries de jeux vidéo qui s'appelaient Umineko et je vais y arriver, Umineko et Higurashi, qui sont 2 histoires complètement différentes. L'une impliquant, en gros, la première qui est la plus connue, implique en fait un type qui s'appelle Battler qui va sur une île avec plein de gens, une sorte de famille un peu victorienne dérangée. Et son but, c'est de... les femmes de cette
il se réclame étant des sorcières, et il y a des meurtres, et lui dit non, la magie ça n'existe pas. Et donc il essaie de prouver à chaque fois par des moyens complètement foireux que la magie n'existe pas, et ça va très très loin dans l'histoire, c'est complètement frappadingue. L'autre, donc c'est Higurashi, si je dis pas de bêtises, se passe dans un village qui coince dans une boucle temporelle où il se passe des trucs absolument atroces, et vous devez essayer d'en sortir. Les histoires sont extrêmement malines, extrêmement barrées évidemment, faut vraiment accrocher au genre, sachant qu'en plus dans les jeux originaux, les dessins étaient très 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 amateurs, et donc on avait... comment dire, c'est là où le meilleur qualificatif qu'on avait pour cette série de jeux vidéo, c'était les fameux doigts bananes, parce que les personnages avaient des doigts en forme de banane, et des fois ils n'avaient même pas 4 doigts, donc c'était un peu bizarre comme design, mais en tout cas c'est des jeux qui ont perduré, qui ont été adaptés, qui ont été remaniés, qui sont sortis en dessin animé, enfin en animé, en manga, enfin ça a cartonné, et du coup, Ryukishi 07 s'est vraiment fait une réputation absolument démentielle au Japon, donc c'est d'autant plus fort de la part d'Okamoto et de Konami d'aller chercher un type comme ça pour faire l'histoire. Silent Hill F, de quoi ça parle? Donc c'est essentiellement comme à Silent Hill, jeu survival horror, vous déplacez dans une ville embrumée, mais le twist c'est qu'évidemment vous jouez pas aux États-Unis dans une ville façon Americana qui est le lieu emblématique Silent Hill, mais dans un petit village japonais au milieu des années 60, et vous incarnez une jeune fille qui s'appelle Inako. Dans la lecture du kanji, ça vient Oisio, qui a 15-16 ans, sa famille ça va pas du tout, en gros sa grande sœur est partie se marier ailleurs, son père est alcoolo, il faut rien de sa vie, et sa mère est complètement assouplie à son père, donc elle en a ras-le-bol. Elle trouve son seul réconfort dans cette petite ville, dont elle n'a qu'une seule hâte de partir, c'est auprès de ses amis, et au moment, donc c'est dans les années 60, et au moment en fait elle sort après encore une crise de son père, elle sort rejoindre ses amis donc au cœur de la petite ville. Et là, il y a une sorte de brouillard immense qui se met en place. Le brouillard amène toutes sortes, à la fois un monstre propagé façon Lost, qui est caché dans le brouillard, qui essaie de la choper et de la détruire. Et surtout, il commence à y avoir des fleurs rouges qui germent un peu partout dans la ville et qui transforment soit les habitants en sorte de statues florales absolument monstrueuses. Et en plus, pour panacher le tout, quand on ne sait pas par les fleurs ou par le brouillard, il y a des monstres, soit sortis de l'imaginaire d'Inako ou du caractère designer qui sortent. Il y a notamment une espèce de bonne femme avec des mannequins avec des grands ciseaux, toutes sortes de monstres assez repoussants. Et donc Inako va chercher à survivre dans ce monde avec ses camarades pour sortir le plus loin possible de la ville et éviter le brouillard et trouver des moyens de s'échapper de la ville. Sachant qu'en parallèle, il se passe un truc un peu bizarre, c'est que comme Silent Hill avait le Otherworld, qui était ce monde étrange et complètement rouillé, détruit et monstrueux, là, le Otherworld, présentement, Inako va aussi avoir des moments de fugue et disparaître dans un autre monde qui s'appelle le Dark Shrine, mais qui est concrètement l'Otherworld, mais qui n'a pas toute cette esthétique, disons, industrielle et métallique. À l'inverse, ça représente une sorte de grands sanctuaires shinto immenses avec plein de statues notamment de dieux renards extrêmement creepy. Et au milieu de cet assemblage où il y a aussi des monstres qui rôdent et toutes sortes d'énigmes à résoudre évidemment, elle va se retrouver guidée par un gars qui s'appelle Fox Max, donc le masque de renard, qui est juste un espèce de... comme un prince sorti des contes des anciens temps, et qui va la guider au fur et à mesure, l'amenant à faire des choses, disons, qu'on peut considérer comme étant parfois étranges, voire carrément cruelles, mais qui progressent au fur et à mesure de l'histoire. Et donc, ces deux arcs parallèles, la progression dans le village et la progression dans le sanctuaire sombre, vont créer une sorte de dichotomie, où d'un côté, vous avez vraiment un survie avec des armes qui cassent, et de l'autre, vous avez quasiment, très rapidement, vous avez des armes indestructibles et beaucoup plus axées sur des puzzles, alors que la progression dans la ville, elle, est très linéaire. Le jeu va... Enfin, comment dire? C'est là où moi je commence à avoir des problèmes avec le jeu. C'est que déjà, j'aime pas les armes destructibles. Je trouve que c'est un mauvais gimmick et je comprends pourquoi ils l'ont fait. C'est parce que normalement, dans Silent Hill, vous avez des armes à feu, puisque ça se passe aux États-Unis. Donc la barre de fer, en général, est la pire arme du jeu que vous utilisez en dernier recours. Et souvent, quand il y a des monstres, soit vous vous échappez, soit vous utilisez un pistolet. Donc là, le seul moyen qu'ils avaient de contrebalancer ça, c'était de donner à Inako, pas des armes à feu, mais des armes qui cassent, simplement. Il y a tout un système d'inventaire qui se rajoute à ça, qui est assez simple, où en gros vous avez très peu de poches sur vous. Vous avez des objets de soins, des objets pour réparer votre équipement, pour vous soigner, pour vous donner des boosts. C'est-à-dire qu'il y a... Et à côté de ça, vous avez... donc cet inventaire peut être augmenté.
Et il y a tout un mécanisme en fait aussi supplémentaire de progression de votre personnage. C'est-à-dire que le combat dans le jeu est basé un peu à la Dark Souls ou à la Elden Ring sur une gestion de l'endurance. C'est-à-dire que les monstres peuvent vous attaquer, vous avez des attaques fortes, des attaques légères, et vous pouvez esquiver les monstres. Faire une esquive parfaite vous permet évidemment de ne pas prendre de dégâts, et certaines contre-attaques téléguidées vous permettent de faire très très mal aux ennemis en face. Tout ça se gère avec 3 barres, la santé mentale, la vie et la fatigue. La santé mentale est en gros un truc c'est quelque chose qui vous permet de faire des super attaques en vous focalisant. Certains monstres vous détruisent votre santé mentale, et quand votre santé mentale arrive à 0, en fait vous prenez beaucoup plus de points de dégâts. Donc c'est pas très intéressant. La vie, ça va sans dire. Et la fatigue, c'est vraiment la gestion des attaques, des esquives, qui revient en combat évidemment beaucoup plus lentement. Donc l'idée, c'est que pour augmenter ces caractéristiques-là, vous allez avoir aussi des objets dans votre inventaire que vous pouvez consommer pour vous donner des boosters ou vous soigner, mais qui sont aussi des éléments que vous pouvez donner à des temples. En fait, la sauvegarde se fait dans des espèces de petits sanctuaires Shinto que vous trouvez à travers toute la ville. Et dans ces sanctuaires Shinto, outre le fait de sauvegarder, vous pouvez donner des objets pour récupérer de la foi. La foi est grosso modo l'argent du jeu, l'expérience, qui vous permet potentiellement soit de tirer des médaillons, qui sont comme des talismans donc passifs, qui augmentent certaines de vos stats. Vous ne pouvez en porter qu'un certain nombre en même temps, en toute logique, ou alors d'augmenter vos statistiques. Et augmenter vos statistiques coûte généralement très très cher, et vous demande un EMA. Donc l'EMA, c'est les petits médaillons en bois sur lesquels on écrit des souhaits, et on les pose dans les sanctuaires Shinto. Donc la progression peut faire un peu tiquer, mais je pense qu'ils avaient... Parce que c'est la première fois dans un Silent Hill où vous avez vraiment une progression du personnage. Généralement, le bonhomme que vous incarnez à la fin du jeu n'évolue pas en tant que personne. C'est juste l'équipement qui récupère, qui est de mieux en mieux. C'est le principe du survival horror, quelque part. C'est que c'est pas le personnage qui prime, c'est vraiment comment vous gérez vos ressources. D'où le nom survival horror. Ça m'a pas tellement plus dérangé que ça, si ce n'est que le combat est quand même pas phénoménal. C'est assez bourrin, et j'ai pas trouvé que c'était extrêmement intéressant. Faut dire qu'en plus le nombre d'ennemis est assez réduit, en fait il n'y en a que 4-5 plus les boss, donc on a vite fait le tour, et c'est assez agaçant. Certains ont d'ailleurs des attaques assez agaçantes qui vous stun ou qui détruisent un peu le sol. Après il reste qu'on a quand même un jeu qui est absolument magnifique en termes de direction, autant la direction graphique, donc la représentation du village, que le sentiment en fait, d'avoir le Unreal Engine 5 face à soi, donc le moteur graphique qui ne rame pas, qui est très très bien, enfin, qui roule très très bien, alors que d'habitude il provoque pas mal de problèmes, est assez agréable. La musique est elle aussi très très bien réussie. Moi ce que je trouve en fait, c'est que ironiquement pour un jeu qui a été cherché techniquement un bon écrivain, et surtout qui est une série qui est très très réputée pour ses histoires et ses ambiances, je trouve que le jeu tombe un peu à plat par plusieurs aspects. Déjà au niveau de l'histoire, donc on a un autre point que moi j'aime pas du tout, qui est l'idée que même si effectivement Silent Hill propose toujours plusieurs fins, c'est logique, selon vos décisions, là, quand la première fois que vous allez finir le jeu, vous allez avoir le sentiment d'inachevé, parce que vous n'allez pas avoir tous les éléments, et vous allez avoir une fin qui est vraiment, disons, expéditive et assez mauvaise, on va dire, dans le sens pour ce qui arrive à Hinako. Et le jeu vous demande de le refaire au moins 2-3 fois pour avoir les fins supplémentaires, avoir le fin mot de l'histoire, et éventuellement arriver à la vraie fin. Ce qui, moi, m'ennuie, parce que je considère qu'on ne devrait pas avoir à refaire le jeu pour avoir des éléments supplémentaires au scénario. C'est juste que la fin devrait être une interprétation en fait, concrète de ce qui se passe en fait, pour Hinako, dans le village et compagnie. C'est exactement ce qui se passait dans les Silent Hill, même les Silent Hill 2 par exemple, qui vous demandaient certaines fins à débloquer en New Game Plus, donc après avoir refait le jeu. N'ajoutez pas foncièrement quelque chose dans l'histoire en fait. C'était jusqu'à la fin, vous aviez une cinématique supplémentaire avec une interprétation différente. Et là, j'ai pas senti ça. J'ai senti vraiment que à la première fois que j'ai fini le jeu, j'étais un peu frustré parce que je dis bon bah il faut que je me le retape pour avoir, parce qu'il y a des dialogues supplémentaires, il y a plein de petites choses qui sont cachées en supplément, et je trouve ça un peu dommage personnellement. Et puis bah finalement, j'ai pas trouvé l'histoire aussi intéressante que ça. Ça arrive un peu avec des gros sabots, tout le fait que c'est pas les années 60, sur la place des femmes, sur la liberté que peut avoir une jeune fille à choisir son destin, sur les conséquences du mariage, il y a plein de choses en fait qui sont un peu brassées, saupoudrées par du mysticisme plus ou moins shinto, avec des dieux qui sont présents mais légèrement et pas très subtilement, alors que dans Silent Hill ce qui était intéressant c'est qu'on vous disait qu'il y avait une sorte de cosmogonie, quelque chose qui rôdait, mais
c'était disons plus subtil, au moins jusqu'au 3. Et là, j'ai pas senti ça, en fait. J'ai vraiment pris mon temps en me disant, bon, l'histoire va payer. Et j'ai jamais eu le sentiment que j'avais ce que je recherchais dans un Silent Hill. L'ambiance est là. Il y a aussi un peu le problème de l'exploration, qui est que le jeu est très linéaire, en fait. Ce qui était pas mal dans les Silent Hill, c'est que, mine de rien, au moins dans le 1 et le 2, vous aviez pas mal d'exploration dans la ville, puisque c'était une ville américaine avec des blocs assez simples, donc des carrefours. Et là, j'ai senti que j'aurais bien aimé, moi, justement, explorer le village, qui était très très bien réalisé, très particulier et très joli. Et en fait, on se retrouve souvent, à cause du brouillard, à cause des plantes, bloqué. On vous dit, vous allez de l'avant. Revenir sur ses pas, c'est un peu compliqué. Encore une fois, c'est très très dommage. Donc, si je devais vraiment conclure, et c'est un peu difficile après vous avoir farci la tête pendant plus de 40 minutes sur ce qu'est Silent Hill pour moi, Silent Hill F est pas un mauvais jeu en soi. C'est-à-dire que bon, le combat est passable, et finalement, en tant que jeu d'horreur japonaise, ça se fait plutôt pas mal, et ça peut être assez agréable et plaisant à jouer pour une dizaine d'heures et éventuellement le refaire. Si vous avez la flemme de le faire, il y a toujours YouTube pour regarder les autres fins alternatives. Mais j'ai pas trouvé ce qui pour moi fait Silent Hill. C'est-à-dire que j'ai pas eu le sentiment que tout était dans la tête de mon personnage. J'ai jamais eu le sentiment... Enfin, des fois, c'était un peu grand guignolesque, même si, bon, Silent Hill peut l'être aussi, mais c'était un peu too much pour moi, sur beaucoup d'aspects, justement, liés à la mythologie développée dans le jeu. Alors, je suis pas contre le changement, évidemment. Je préfère 1000 fois un jeu comme Silent Hill F qu'une ressucée encore d'un Homecoming ou d'un Downpour, où on va récupérer juste quelques éléments de Silent Hill, les éparpiller ici et là, comme dire « Coucou, il y a Pyramid Head qui se pointe pour aucune raison ». Mais là, je sais pas, c'est un peu dommage, et je pense que... en tout cas, j'espère que le jeu va se vendre pour pouvoir... pour pouvoir faire en sorte que la licence continue un peu de perdurer et justement prouver qu'on peut changer un peu la formule et apporter autre chose. Ça, je suis complètement entier. Par contre, je trouve que le jeu en soi est pas phénoménal, quoi. Simplement, il est pas... Et quand on est face à qu'est-ce que je dépense à la fin du mois, qu'on est très survival horror, c'est un peu compliqué de se poser des questions sur quel jeu on part. Est-ce qu'on part sur ça? Est-ce qu'on part sur Chronos? C'est vraiment un peu compliqué. Moi, je l'ai acheté en tant que fanboy de Silent Hill. Et j'essaie de rentrer dedans avec un peu une porte ouverte, enfin avec un esprit ouvert, mais ça m'a paru un peu compliqué à chaque fois que je faisais la comparaison avec les autres jeux, elle était toujours défavorable pour Silent Hill F, et c'est un peu dommage. Après, c'est un galop d'essai, peut-être que les autres jeux au fur et à mesure seront plus intéressants, ou qu'il y aura d'autres tentatives, mais si vous voulez, par exemple, si vous voulez vraiment pour moi de la bonne horreur en jeu vidéo asiatique, je ne peux que vous conseiller un autre jeu taïwanais qui est absolument exceptionnel, qui s'appelle Dévotion, qui a été fait par Red Candle Games, qui est un jeu qui en plus a été blacklisté temporairement parce que dans un de leurs jeux, ils avaient mis grosso modo Fuck Xi Jinping. Et donc tous leurs jeux avaient été bloqués de Steam, de machin, etc. Et ils ont fait... Et donc Dévotion se passe aussi curieusement dans les années 50-60, cette fois à Taïwan, donc sous la dictature. Et on joue une jeune fille qui se retrouve seule dans son école, qui est poursuivi par des monstres sortis tout droit de la mythologie, de la mythologie chinoise et taïwanaise, et c'est vraiment un excellent jeu, et cet éditeur est très 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 bon. Il y a aussi leur jeu banni qu'ils ont fait après, et récemment ils ont fait Nine Souls, qui est un jeu un peu comme Hollow Knight et Sekiro, mais très très difficile, avec encore une réinterprétation très rigolote, avec des chats, de la mythologie chinoise traditionnelle. Et puis bon, j'ai plein d'exemples, sinon il y a Forbidden Siren dont je parle tout le temps, sur lequel j'arrête pas de rabâcher. Mais c'est pas... en tout cas, je suis content de voir qu'on a de plus en plus d'horreur asiatique qui nous est lancé. Ça peut être Exit 8, qui est un jeu super creepy dans un métro Tokyo 8. Il y a aussi The Coma, qui est un jeu coréen où on se retrouve dans une dimension un peu à la Silent Hill, dans une école, alors qu'on est plongé dans le coma, et poursuivi par des filles avec des espèces d'immenses ciseaux. Il y a plein de choses, il y a plein de jeux, plein de potentiel, et ça c'est déjà super de le voir, mais c'est dommage que j'ai pas eu... Peut-être que finalement, ironiquement, même si ça fait de l'argent, ça permet d'avoir un produit d'appel et du marketing, je pense que ironiquement, le nom Silent Hill est défavorable à Silent Hill F. En tout cas, c'est mon opinion personnelle, elle vaut ce qu'elle vaut, mais je pense que ça aurait été un aussi bon jeu, et il aurait pu s'astreindre un petit peu de l'héritage, si on peut dire, de la série Silent Hill, sans faire ça.
Je vais juste spoiler si vous voulez juste, enfin, si ça vous intéresse d'avoir l'histoire, je peux juste vous raconter ça parce que c'est assez rigolo. Donc en fait l'idée c'est qu'il y a un lien avec Silent Hill, qui est qu'en fait dans Silent Hill vous avez dit qu'il y avait une sorte de potion, une plante qui poussait, qui permettait de faire une sorte de récit alchimique, pharmaceutique qui permet de scinder en fait dans Silent Hill 1 Alessa, le bon côté d'Alessa de son mauvais côté, et qui est utilisé par Kaufman, le médecin du 1, pour vous faire affronter la forme démoniaque en fait, d'Alessa et protéger Alessa. Et en fait, ce qu'on apprend dans Silent Hill F, c'est que cette plante, en gros, a été poussée d'abord au Japon et a été ramenée par des botanistes à la fin de l'ouverture en fait de l'ère Meiji aux États-Unis. Donc en fait, elle n'est pas originaire de Silent Hill. Et donc cette plante-là est utilisée, en gros, votre meilleur pote, qui est le fils du pharmacien, vous donne sans arrêt des cachets, et ces cachets-là sont un gimmick qui détermine les fins des jeux. C'est-à-dire que le fait que vous preniez que Hinako prenne cette pilule la rend à moitié schizophrène, et donc il y a une dichotomie entre la Hinako qui est dans le village embrumé, et la Hinako qui est dans le sanctuaire sombre avec le masque de renard. En fait, il y a un truc qui est absolument glacial dans le jeu, c'est que Masque de Renard a cette espèce de relation perverse où au fur et à mesure Hinako va lui faire de plus en plus confiance et il va lui demander de se marier avec des rituels absolument dégueulasses. Il y a peut-être un truc que j'avais jamais vu dans aucun jeu vidéo avant, qui est quand même qu'à un moment Hinako va se faire arracher le bras, on va lui mettre un bras de renard, on va lui retirer elle va se retirer le visage et mettre un masque et se faire carrément marquer au fer rouge avec l'emblème du clan du renard. Ça, j'avais jamais vu ça dans un jeu vidéo, donc c'était vraiment impressionnant. Et à la fin du jeu, en gros, la version Hinako mariée du Otherworld et la version Hinako qui veut pas quitter son village vont s'affronter. Et selon les fins que vous avez, ça peut être l'une ou l'autre qui domine. Et la fin de base, en fait, qui est horrible, c'est en gros, vous avez tellement pris de cachet que vous avez pu faire la part des choses. Et donc, ça se finit. On vous dit que grosso modo, en fait, Hinako, elle a pas 15 ans, elle a une vingtaine de piges et elle vient de massacrer tout le monde à son mariage. Donc, elle a pété les plombs. Sachant que le mariage, en plus, a été arrangé par son père. Donc, il y a tout un truc un peu glauque. Et les autres fins vous permettent de déterminer qu'il y a deux forces en présence. Donc, le clan du renard, donc il y a un renard géant façon QB, et il y a un dieu marin qui est sous le village. Et qu'en gros, le renard, le fait de sacrifier une jeune fille au renard de temps en temps, la mariant au clan du renard, permet d'empêcher le dieu de se réveiller. Et donc, selon les fins, vous affrontez l'un ou l'autre, mais ça provoque toujours des catastrophes pour Hinako d'une façon ou d'une autre. Si elle se marie, elle perd son identité avec le renard. Si elle reste dans le village, en fait, avec son meilleur pote, et en fait, l'espèce de gros dragon arrive à sortir, et donc il y a des geysers, et le village devient invivable. Donc et la bonne fin, évidemment, c'est les deux Hinako qui arrivent à bosser ensemble et qui ressortent, qui expulsent la volonté des dieux et qui prennent du temps en fait pour déterminer leur vie future ensemble. Donc voilà, comme je disais, j'ai pas trouvé ça top, je vais pas mentir. C'est assez original à la base, mais j'ai vu un petit peu arriver les thèmes avec leurs gros sabots. Mais en tout cas, au moins c'est bien d'essayer de faire quelque chose de différent et je sais que de toute façon, Silent Hill a encore un très bel avenir devant elle parce que comme série, puisqu'il y a un remake de Silent Hill 1 qui a été annoncé, qui est fait par Bloober, donc les Polonais qui ont fait déjà le remake de Silent Hill 2. Et en plus, il y a Silent Hill, je suis à peu près sûr, je mets ma main à parier, qu'une fois qu'ils auront fait Silent Hill 1 en remake, ils feront Silent Hill 3, parce que Silent Hill 3 est la suite directe du 1. Donc qu'ils aient commencé par Silent Hill 2, c'est logique, parce que c'est un jeu qui se finit, qui n'a pas de lien avec les autres, et ensuite ça ne m'étonnerait pas qu'ils fassent la duologie pour suivre. En tout cas, c'est quand même chouette de voir que la série a réussi à ressusciter et arrive à amener beaucoup de joueurs, puisque je crois qu'en tout, la série s'est vendue à 10 millions. C'est pas énorme, hein, finalement, pour tous les jeux, et ils en ont déjà vendu 4 ou 5 millions pour Silent Hill 2, donc la série a un bel avenir devant elle. Et je crois que je vais m'arrêter là pour ce soir. Allez, salut!